Bonjour, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, on va parler de destruction, on va casser des barrières, on va casser des gens. Non, je plaisante. C'est un concept qu'on casse, hein, on casse personne. Euh, et donc la barrière de la langue, qui parle bien, je sais pas, anglais? Ah, pas mal de monde quand même. Euh, Hoeveel talen spreek je goed? Ça veut dire... oula, on refait. Voilà, on casse la barrière de la langue. Hoeveel talen spreek je goed? Combien de langues parlez-vous bien? Donc dans une démarche d'inclusion, chaque diapositive sera dans une langue différente. Donc on va passer à l'espagnol. Non, malheureusement, j'ai fait allemand. Donc combien de langages de programmation d'après votre... On parle de langage de programmation, hein, on ne va pas parler de langue de Shakespeare ou quoi. D'après votre CV, probablement un de ces langages, ou enfin plusieurs, probablement. Peut-être C, vite fait. D'après les offres d'emploi, Java, Script, c'est pas trop, PHP, Python, Ruby, Rust, Kotlin, Swift, TypeScript, Dart, Scala, Perl, Lib, ça en fait beaucoup, c'est Sharp, c'est plus, c'est tout? Non, évidemment. Bon, dans votre entreprise, peut-être que vous avez plusieurs langages de programmation, ou équipes, hein, si vous préférez, parce que selon les tailles d'entreprise, parfois ça fait un peu gros pour dire qu'on travaille vraiment dans tout ça. Et donc on va appeler le nombre de langages de programmation que vous utilisez N entreprises. Ça tombe bien, entreprise c'est un mot assez long, donc on comprendra qu'il y en a plus que les langages avec lesquels vous êtes à l'aise. Parmi ceux utilisés dans votre entreprise, on ne va pas parler du langage que vous faites que le dimanche après 23 heures, juste avant d'aller travailler. Et donc c'est N perso. Donc a priori, il y en aurait 36 d'après cet ordinateur. Bon, il y en a peut-être 5 ou 6, mais bon, il faut toujours mettre au carré, hein, comme les estimations. Si vous estimez 2 heures, c'est 4 heures, etc. Bon, j'arrête les bouteilles, mais en fait, la facilité de collaboration de vous dans votre entreprise ou dans votre équipe, c'est lié aussi au nombre de langages de programmation en tant que développeur. Et donc, alpha, c'est une constante, ça veut dire tout ce que vous voulez parce que chaque situation est unique. Mais en gros, c'est plus difficile de collaborer si vous avez beaucoup de langages dans votre entreprise et que vous en maîtrisez peu parmi ces langages-là. Et à l'inverse, si on inverse la fraction, on a un facteur de difficulté de collaboration. Alors avant, je parlais des différents aspects, avant d'aller un peu plus dans le vif du sujet, je vais parler des différents aspects d'un langage de programmation. Parce que pourquoi il y en a autant? Parce que c'est pas facile déjà de faire un langage de programmation. Puis il y en a toujours qu'on pensait pouvoir faire mieux ou faire plus spécialisé. Et personnellement, j'aime un peu simplifier les choses, donc ça ne va pas tout toucher. Mais il y a quelque chose pour moi qui est clair, c'est qu'il y a une partie de conception dans le langage de programmation, comment il a été fait, et ça a un impact direct sur la productivité. Notamment la lisibilité du code, qui trouve que Objective-C est un langage facile à lire. J'entends quelques rires. Lisp. Voilà. Alors, il y a la complexité aussi. Est-ce que Scala, c'est un langage de programmation simple? Ou C++? C++, c'est simple quand on fait de l'Arduino, mais bon, quand on fait d'autres trucs, c'est pas toujours facile. Il y a l'intuitivité aussi, le choix par défaut. Parfois, quand vous appelez quelque chose de très basique, hein, je sais pas, par exemple, ça pourrait être first, peut-être que ça plante parce que la liste est vide, et qu'il y a juste first et qu'il n'y a pas, par exemple, first hors nul. Donc il y a pas mal de choix comme ça, ou parfois c'est juste la valeur d'un paramètre par défaut, ou le fait qu'il n'y en ait pas, qui peut aussi avoir un impact sur la productivité, parce que parfois, il faut se poser plus de questions. Quand on se pose plus de questions au travail sur qu'est-ce qu'on veut faire là, on passe moins de temps, on ne peut pas passer le temps à penser à son cas d'usage. Il y a les pièges et les embûches. Oui, il y a des pièges dans les langages de programmation. Null pointer exceptions, anyone? Oula, petit bug, excusez-moi. Et puis, il y a le champ des possibles d'un autre côté. Parce qu'on ne peut pas faire tout avec tous les langages de programmation. Par exemple, on ne peut pas faire du Dart sur un système embarqué qui va tourner dans des chaussures qui s'allument quand on marche, par exemple. Sauf si c'est des chaussures avec un téléphone dedans. Donc il y a les plateformes compatibles. Il y a aussi l'interopérabilité avec les autres langages de programmation. Par exemple, C++ peut appeler du code C, mais C++ ne peut pas appeler du JavaScript juste comme ça. C'est un exemple.
Il y a aussi les API intégrées de première partie, ce qu'on appelle communément la stdlib, Standard Library. Et puis on a l'écosystème de bibliothèques. Et donc ça, ça définit le champ des possibles. Si vous avez une bibliothèque pour, je ne sais pas, par exemple, accéder à la caméra, ça va peut-être beaucoup vous faciliter la tâche que si vous devez vous débrouiller pour relier le système à votre code métier. Mais j'ai envie de parler des pièges. C'est une manière de voir les choses. Hein. Peut-être que ce n'est pas vraiment un piège pensé pour. Peut-être que la personne a juste fait tomber la peau de banane. Elle ne s'en est pas rendu compte. Il y avait une bourrasque. Donc, notamment, il y a le problème de mutable par défaut. En Java, quand vous faites une variable locale, ou pas locale, par défaut, elle est mutable. Ça veut dire que si vous avez un bug, il faut vous poser la question de toutes les variables qui sont là, peut-être qu'elles ont été modifiées. Alors, il y a le mot-clé final, mais comme il n'est pas là par défaut, que ce n'est pas non-final, enfin, l'inverse, du coup, souvent, les gens n'écrivent même pas le mot-clé final. D'ailleurs, le compilateur, il s'en moque complètement que votre variable mutable ne soit jamais modifiée après la première assignation. Et du coup, ça rend le débugage plus facile. Je vous jure, si vous voyez que la référence ne bouge pas, vous savez que ce qui a été mis à un moment dans le débugger, si vous repassez derrière, c'est la même instance, c'est exactement la même chose, c'est beaucoup plus simple à raisonner. Vous avez aussi le manque de typage, par exemple JavaScript. Quand vous connaissez bien vos outils, votre base de code, vos bibliothèques, c'est facile. Mais quand c'est quelqu'un qui ne connaît pas le code que vous avez écrit, qui ne connaît pas la bibliothèque en question, qui vient d'arriver, un junior par exemple, ou même un pas junior mais qui n'a pas été expert dans JavaScript dans cette base de code, il a beaucoup de questions à se poser pour savoir est-ce qu'on met bien le rond dans le rond, le carré dans le carré, peut-être que le rond rentre dans le carré, peut-être que le pont aussi rentre dans le carré. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Il y a aussi le typage optionnel, qui la plupart du temps revient à ne pas avoir de typage, sauf quand les gens sont très rigoureux. Mais souvent, dans l'écosystème, on retrouve plein de choses sans le typage. Et donc, du coup, on a mis quelque chose, mais personne s'en est servi. C'est comme s'il n'y avait pas, la plupart du temps. Et la nullabilité non déclarée. Ça, c'est une spécialité de Java. Il n'y a pas que Java. Mais quand vous dites ma méthode, elle prend un string et elle renvoie, je ne sais pas, une liste, ça se trouve, en fait, elle va prendre un string et puis elle va renvoyer nul. Et donc, vous voulez prendre le premier élément de la liste, ça pète. Et ça, c'est marqué que dans la doc. Parfois, il n'y a pas de doc. Et puis quand il y a la doc, parfois on n'a pas le temps de lire la doc de absolument chaque truc qu'on utilise dans chaque ligne de code. Et ce serait cool qu'ils nous disent, la liste, peut-être qu'il n'y aura pas de liste parfois. Donc ça, c'est un piège de Java. On appelle le $1 billion mistake, le null pointer exception. C'est pas vraiment le null pointer exception, c'est le fait que ce soit ambigu, qu'il y a un type. Et en fait, peut-être qu'il n'y aura pas le truc, quoi. Il y a aussi l'héritage, la surcharge ouvert par défaut. Par exemple, vous pensez avoir, je ne sais pas, un siège, et puis en fait, quelqu'un a coupé les pattes. Quand vous demandez « donne-moi la patte », ça vous renvoie une liste vide. C'est très abstrait, mais je pense que vous avez déjà vu des classes qui étaient surchargées, là où le comportement ne respectait pas du tout le contrat, et peut-être que la classe n'en avait jamais vocation à être surchargée, que ça devait juste rester comme ça, et peut-être qu'on va mettre quelque chose à côté et pas à la place. Et enfin, ce qui fait le fameux acronyme CVE le plus souvent, c'est les langages avec la gestion manuelle de la mémoire, ou les systèmes qui contiennent des portions comme ça. On a souvent plein de vérifications qui ne sont pas faites. Sur l'autel de la performance, on sacrifie la sécurité. Ça, c'est une spécialité de C, C++ notamment. Pas que, mais surtout ces deux-là. Alors, on peut faire du code C, C++ sécurisé, mais c'est beaucoup plus d'efforts. Et donc voilà, ça c'est un piège. Maintenant, les embûches. Alors les pièges, c'est vraiment, ça fait des trucs un peu spectaculaires où vraiment on se fait avoir, quoi. Les embûches, c'est plus galère, quoi. On a du mal à avancer, ça nous prend plus de temps, on doit beaucoup réfléchir. Bon, il y a certains pièges qui sont un peu des embûches. Par exemple, le mutable par défaut. Si on ne s'en sert pas, c'est juste qu'on ne sait pas si c'est mutable, peut-être qu'en fait ça n'a jamais été modifié. Donc les embûches. Il y a les répétitions. Par exemple, en Java, quand vous faites une classe, vous avez besoin et que vous voulez juste stocker de la donnée dedans, vous allez avoir le constructeur, il va falloir définir les noms dans le constructeur, ensuite les mettre dans les champs, définir les champs, ensuite il va falloir faire le getter et le setter, et donc vous répétez le nom de la propriété facilement 4-5 fois. Donc ça vous consomme plus de temps. Alors, il y a des techniques pour réduire un peu ce travail-là, mais bon, globalement, ça fait aussi plus de code à lire. Donc quand vous voulez regarder, est-ce que cette classe-là, c'est juste un truc avec des propriétés classiques ou est-ce qu'il y a des trucs un peu spécifiques, vous avez 3, 4, 5 fois plus de code à lire. Créer une classe pour écrire une fonction. Alors je crois que ça va changer dans Java 21.
mais vous êtes obligé de créer une classe juste pour faire une point d'entrée pour la fonction main. Ça, c'est une sorte d'indirection. En parlant d'indirection, il y en a plein d'autres, je ne vais pas faire la liste, hein. Mais ça fait partie des embûches. Vous avez les limites d'abstraction aussi parfois, il y a quelque chose, vous devriez le simplifier, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Ou parfois, vous pouvez le faire, mais qu'au prix de performance. Par exemple, il y a juste un petit bout de code qui change, bah, vous pouvez faire une lambda, mais la lambda, il faut qu'elle soit allouée, ça coûte un peu en performance, par exemple. Vous avez aussi parfois des détails techniques importants, comme en C++, en Rust. Là où, par exemple, en Rust, il y a plusieurs manières de faire une string. Alors, c'est très bien dans des cas de performance. Parfois, dans des cas applicatifs, on n'a pas besoin de se compliquer la tâche autant. Et maintenant, je vais parler des murs. Alors, il n'y a pas d'image de mur, mais vous savez à quoi ressemble un mur. Vous avez le runtime trop gros. C'est le cas de Scala, par exemple. Il y a des gens... Scala, c'est un langage qui est très complexe, mais qui a aussi des choses intéressantes. Des gens ont voulu s'en servir, par exemple, sur Android, et le runtime, c'est-à-dire toutes les fonctions de la bibliothèque standard, Scala était tellement custom, pas calqué sur ce Java, et tellement de choses que du coup c'était trop gros pour tenir dans une appli. En gros, on pouvait faire un hello world, et dès qu'on faisait un peu plus, on avait plein de contraintes techniques par rapport à comment fonctionne Android, qui n'est pas une véritable JVM, qui est conçue pour être plus léger qu'une JVM, hein, de serveur. Il n'y a pas la clim dans les téléphones, je crois. Voilà. Il y a aussi d'autres murs, pas de multithreading en JavaScript, en TypeScript. Alors il y a des hacks, mais il n'y a pas vraiment de multithreading, on va proprement parler, en JavaScript. Donc ça, c'est aussi une limite. Vous ne pouvez pas utiliser tous les cœurs de processeur de la machine. Donc parfois, ça veut dire que votre traitement il va être plus long. Ça veut dire que vous avez une partie bloquante et elle va friser et vous ne pouvez pas vraiment bypasser cette partie bloquante. Ou alors vous êtes obligé de recomplexifier le code pour qu'il puisse se découper en plein de petites tâches qui vont coûter. Vous avez aussi la non-compatibilité avec certains environnements d'exécution. Donc, par exemple, comme je vous disais, si vous voulez exécuter du Dart, par exemple, dans un processeur tout petit, bah, vous avez des limites. Ou alors, si vous voulez exécuter du Python sur une appli iOS, pareil, ça va être quelque chose de compliqué. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, je vais parler d'un autre fait, et j'aimerais que vous me disiez si ça vous parle. Je vais parler de la ségrégation des bases de code. Est-ce que ça vous parle? Levez la main, s'il vous plaît, si ça vous parle. Ok, donc la ségrégation, c'est la séparation, quoi. Je vais parler en gros, vous avez souvent plusieurs plateformes dans un projet. Par exemple, vous avez peut-être un back-end et un front-end. Peut-être que vous avez une application back-office desktop, ou alors une application Android, iOS et juste un back-end. Peut-être un client, mais qui ne fait pas la même chose, peut-être qu'il fait la même chose. Et donc souvent, bah, vous avez des langages de programmation différents. Exemple, par exemple, le serveur est en Java, l'appli Android est en Kotlin, peut-être aussi en Java, du Swift sur iOS, C++ sur le desktop, du JavaScript sur le web. Et donc là, ça vous fait déjà 5 langages de programmation. Qui connaît 5 langages de programmation bien ici? Personne. Ok. 4, 3. Ah, 3, c'est le chiffre parfait. Et 2. Ça, c'est les experts. Et les 1. Expert en quel langage? Comment? Java. Mon premier langage de cœur. Bon, voilà, bon, vous avez plein de typologies différentes, mais à chaque fois, vous avez des langages différents. Parfois, on en retrouve certains sur certaines plateformes, mais il y a toujours une sorte de scission entre les développeurs qui mettent une plateforme. Alors, bien sûr, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir absolument toutes ces plateformes-là. Mais bon, j'ai une question à poser, que vous avez peut-être déjà vue si vous avez lu l'abstract. Peut-on éviter cette fatalité sans s'empêcher de réaliser des produits logiciels de qualité? Non? Si on met du JavaScript partout? Du TypeScript partout? Bon, bref, il y a des grosses fractures numériques en dev. Souvent, il y a une équipe par plateforme. Enfin, en tout cas, j'entends qu'il y a ça dans des ESN ou pas dans des ESN, dans des boîtes assez grosses en général. Et bah ça, vous avez tout gagné si vous avez ça, parce que du coup, il y a encore moins de chances, si c'est carrément des équipes qui sont sur un site différent, ou même juste dans un bureau différent, vous avez moins de chances qu'ils parlent entre eux de leur truc de dev, et qu'après ils disent « Ah tiens, on va essayer tel truc », et qu'à un moment, ils se disent « Pour un nouveau projet, peut-être qu'on peut faire un truc, là on pourra plus collaborer, et que le dev mobile pourra regarder un peu le back-end, le dev back-end pourra un peu comprendre l'UX du mobile, et ça peut amener un produit de meilleure qualité, puisque le dev back-end, il a conscience des problématiques de performance sur le client web ou sur le client mobile, et le dev mobile a conscience des problèmes de charge, par exemple, sur le côté serveur. Donc souvent, vous avez un langage X pour le back-end, pour le front web, vous avez un autre langage. Pour le scripting, les DevOps, vous avez encore un autre langage, mais le scripting est nécessaire pour faire fonctionner, pour déployer, tester, peu importe. Sur Android, vous avez encore un autre langage. Sur iOS, encore un autre. Sur desktop, encore un autre. Le rêve,
Le rêve, ce serait peut-être ça. Ce serait de pouvoir dire, on a une partie du code commun qu'on va retrouver sur le serveur et sur les clients. Ce serait par exemple les modèles, plutôt que d'avoir le schéma JSON qui est mis dans un Google Doc ou sur un ticket Jira. On pourrait dire, en fait, la source de vérité, c'est le code, et du coup, chaque développeur voit si ça lui va ou pas, et on parle sur des faits, et pas sur quelque chose d'hypothétique qu'on n'a pas pu vraiment exécuter dans notre code tout de suite. Le rêve, ce serait surtout que ce langage soit élu au suffrage universel. Avec la méthode Borda, parce que sinon, on tombe sur JavaScript. Alors, la réalité, c'est qu'on a un seul candidat, suffrage universel. Donc on peut mettre le vote entre parenthèses. C'est Kotlin. C'est un langage qui existe depuis 2016, enfin, qui a été commencé en 2010, mais sa version 1 est sortie en 2016. Mais en 2016, ce n'était pas la réalité. La réalité, elle est là ou pas là, ça dépend, je vais préciser. Et on parlera aussi de Dart un peu après. Pas beaucoup, parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans Dart, je préfère être honnête avec vous, et beaucoup plus en Kotlin. Mais attention, avant, il ne s'agit pas de réécrire systématiquement toute une base de code en Kotlin. Ça, ce serait perdre du temps. Souvent, c'est peut-être juste pour le nouveau code ou pour un nouveau projet. Il ne faut pas se dire qu'il faut être du pur Kotlin ou pur JavaScript ou pur TypeScript. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt pour les clients. Ce qui compte, c'est que vous y trouvez votre compte, en fait. À la fin, le langage de programmation, les clients, ils ne le voient pas, ils voient juste s'il y a des bugs ou pas. Et ça, peut-être ça dépend de ce que vous avez choisi, mais c'est surtout pour vous, pour votre expérience de travail. Et je vais faire une petite démo de KMM Wizard. J'expliquerai ce que c'est. Bon, c'est un bon exemple d'interopérabilité avec JavaScript. Donc on peut appeler du code JavaScript avec Kotlin, dont je viens de vous parler. Et ça utilise quelque chose qui s'appelle Compose HTML, qui avant s'appelait Compose for Web. Je précise parce que le projet n'a pas été mis à jour depuis le renommage. Donc je cherche KMM Wizard sur Google. Là, je tombe sur le premier lien. Donc il y a le code là-dedans. Si vous voulez retrouver, vous chercherez KMM Wizard. Ah non, merci. Comment je vais faire? Voilà. Donc je vais tourner la tête. Donc voici KMM Wizard, c'est une appli web qui permet de créer d'autres projets en Kotlin multiplateforme. Je vais vous parler un petit peu de ce que c'est après. Et donc elle est faite avec Compose, c'est un peu l'équivalent de React mais en Kotlin. D'ailleurs, on peut utiliser React aussi en Kotlin. Par exemple, je vais ouvrir là ce fichier. Donc vous voyez, en fait, ça vous montre une arborescence du fichier que vous allez télécharger. Après, ça vous donnera un zip. Ça utilise la bibliothèque JS-Zip. Là, par exemple, je dis non, je ne veux pas faire d'iOS. Je décoche et vous voyez, ça met à jour instantanément. Je peux dire, par contre, je voudrais supporter la JVM. Pas besoin d'Android, mais je voudrais du JS. Et voilà, ça met à jour. Et après, quand on fait Download Project, hop, ça télécharge le fichier zip. Tout ça fait avec de la techno web. Donc voilà la petite démo. Alors je ne vous montre pas le code parce que ce n'est pas l'objet et que vous pouvez regarder à tête reposée. Le but, c'est surtout de parler du concept de casser la barrière du langage. Et donc je dois parler un peu de Compose multiplateforme, même si, attention, Kotlin, c'est pas que pour faire des clients. Mais Compose multiplateforme, c'est surtout pour faire des interfaces graphiques. C'est un peu l'équivalent de React ou de SwiftUI. Enfin, je vais donner un peu de contexte. Vous avez sur le web, vous avez React, vous avez Vue, vous en avez d'autres encore. Vous avez Flutter aussi, en Dart, que vous connaissez, qui permet de faire des applis Android, iOS et maintenant d'autres plateformes. Vous avez SwiftUI, qui marche que sur les plateformes Apple. Et vous avez Compose multiplateforme, qui supporte pratiquement toutes les plateformes qu'on a au-dessus. Android, iOS, macOS, Desktop, Web, en WASM, en WebAssembly. Je ne sais pas si qui ne connaît pas WebAssembly? Ok, est-ce que vous connaissez, parmi ceux qui ne connaissent pas WebAssembly, qui ne connaît pas l'assembleur? Ok, bon, l'assembleur, c'est en gros un code très bas niveau, presque du binaire. Et donc le WebAssembly, c'est entre ça et le bytecode JVM, disons. Et c'est un nouveau truc qui arrive dans le web. Et le but de ça, c'est de ne pas vous forcer à faire du JavaScript pour faire marcher votre client web, et aussi d'avoir des meilleures performances, parce que JavaScript, c'est monothread. JavaScript, c'est aussi avec un typage pas vraiment là. On est obligé de faire des choses compliquées pour avoir les typages. Donc ça ne convient pas à tout le monde, même si c'est un langage qui est très utilisé.
Donc voilà, WebAssembly, c'est un truc qui est développé par W3C et plein de gens. Bon, donc moi je vais vous parler de Compose rapidement. Un petit aperçu de la syntaxe, ça ressemble à ça. Donc vous faites une fonction composable, c'est un composant, donc vous rajoutez la notation add composable. Si vous l'enleviez, ce serait juste une fonction classique pour appeler ce que vous voulez, quoi. Et donc ça, quand elle est composable, elle a un comportement un peu spécial. Elle a moyen de détecter certains changements d'état. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, après, ça recompose. C'est-à-dire la fonction est automatiquement réappelée si elle a lu quelque chose qui a changé. Un peu comme dans React, quand vous lisez un state et que ça change, il y a un re-render qui est fait. Et donc ça, vous voyez un colonne du texte, ça ressemble à ça quand vous l'exécutez. Là, on peut le voir, par exemple, c'était dans Android Studio, mais ça marche aussi si vous l'exécutez sur Compose Web avec Wasm, par exemple. Et la structure, il y a une structure d'arbre qui est générée, elle ressemble à ça sémantiquement. Alors, pardonnez-moi pour le titre qui n'est pas bon, c'est Compose multiplateforme. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez un compilateur qui va compiler les fameuses fonctions composables. Après, vous avez le runtime, donc quelques petits bouts pour que ça marche. Après, vous avez Compose UI, qui est utilisé sur Android, sur desktop, sur les montres aussi, sur Wear OS, sur iOS, c'est en alpha, par contre. Attention, attention. Donc, par exemple, pour l'accessibilité, c'est pas encore ça. Quand ce sera plus en alpha, il y aura l'accessibilité. Mais ne vous dites pas, on fait une application Compose iOS et ça part en prod demain. À moins que vous n'ayez pas besoin d'accessibilité, par exemple un truc interne, ou que si vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas du tout faire le truc, par exemple, ou malvoyant. Mais bon, si c'est en plein soleil, attention, enfin, je sais pas, mais attention à ça. Compose Web, c'est expérimental, notamment parce que le Wasm n'est pas encore sur tous les navigateurs avec le Garbage Collector. Et Compose HTML, ça c'est le React. En fait, si vous voulez Compose UI, c'est un peu le React native de Kotlin. Et Compose HTML, c'est le React. En gros. Alors maintenant, je vais vous parler de KMP et de KMM. Donc, je vous ai mentionné Kotlin multiplateforme, c'est KMP, et j'ai mentionné KMM quand on a regardé le KMM Wizard. Là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors KMP d'abord, c'est Kotlin multiplateforme, c'est pas mal de choses. En fait, c'est ce qui permet à Kotlin de cibler plusieurs plateformes avec du code commun et du code spécifique à là où les plateformes qu'on veut supporter. Donc vous avez le JS avec le web ou Node.js, vous avez le WebAssembly maintenant en expérimental, donc le web ou d'autres plateformes, puisque le Wasm va servir aussi pour le back-end et d'autres choses. Vous avez la JVM, desktop, serveur, Android, même si ce n'est pas une vraie JVM au runtime sur Android. Vous avez aussi le natif, comme à même titre que C ou C++. Et donc ça permet de cibler les plateformes d'Apple, iOS, watchOS, tvOS et macOS. Le NDK Android aussi. Et le NDK Android, c'est là où vous exécutez du C ou du C++, vous pouvez aussi mettre du Kotlin, qui ne peut pas parler facilement au code Kotlin dans la JVM, enfin, type JVM, attention. Et vous avez Linux et Windows, y compris en processeur ARM64, donc ça veut dire que ça marche aussi sur un Mac avec Apple Silicon, par exemple, ou un serveur en ARM. Et donc KMM, c'est presque pareil, mais c'est beaucoup plus simple. C'est Kotlin multiplateforme mobile et c'est la spécialisation sur iOS et Android. Donc vous avez beaucoup moins de plateformes ciblées et ça inclut certaines facilités pour faciliter la vie aux gens qui veulent faire de l'iOS. Et ça inclut aussi le support de watchOS et de Wear OS parce que c'est presque pareil. Alors, en tout cas, il n'est pas nécessaire de faire du 100% Kotlin pour en profiter. Et donc ça veut dire beaucoup de choses. Donc Kotlin est interopérable directement avec les langages de programmation suivants, Java, dans les deux sens. Donc Java peut appeler du Kotlin, Kotlin peut appeler du Java. Donc du coup, c'est très facile. Si vous utilisez IntelliJ, par exemple, vous faites CTRL-Option-Shift-K sur un fichier Java, et ça le transforme en Kotlin. Si vous connaissez bien le fichier, comme ça, vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble le Kotlin. Et vous pouvez toujours annuler, revenir en arrière, sans même avoir besoin de Git, même si c'est bien d'utiliser Git aussi quand vous faites des commits. Sur Mac, c'est commande, option, Shift, K, c'est le même truc, quoi. Moi, c'est comme ça que j'avais commencé pour comprendre la syntaxe, et après, j'avais lu la doc. Il y a JavaScript, ça marche dans les deux sens, mais il y a quelques petits trucs un peu spéciaux. En fait, il y a juste Java là où ça marche vraiment très bien dans les deux sens. Sur JavaScript, ça marche très bien quand c'est Kotlin qui appelle l'autre langage. Bah non, attendez, c'est un peu plus compliqué. Ça marche très bien quand Kotlin appelle du JavaScript, et quand JavaScript appelle du Kotlin, parfois, il y a quelques gotchas. TypeScript, c'est à peu près pareil. Je crois que c'est un peu plus simple maintenant. Je n'ai pas fait beaucoup d'expérience d'utiliser TypeScript moi-même dans un projet Kotlin, mais je sais que ça exporte des headers TypeScript maintenant. Vous avez Objective-C, donc vous pouvez appeler dans les deux sens,
Parfois, il y a un petit peu de config à faire, mais vous pouvez en tout cas appeler le code Objective-C sans aucun problème, comme si c'était du code Java ou comme si c'était du code Kotlin. Vous pouvez appeler du Swift s'il est exporté pour Objective-C, c'est le cas de pratiquement tout, sauf par exemple SwiftUI ou quelques autres frameworks, mais la plupart des frameworks, et vous pouvez faire une appli complète même en 100% Kotlin. Je ne sais pas si je vous le recommande, mais c'est possible. Et il y a aussi des plugins tiers qui peuvent permettre de faire une interopérabilité directement avec Swift dans certains cas. Et vous pouvez aussi appeler le code C, tout simplement, quand vous faites dans du natif, du Linux, de l'iOS, même de l'Android. Voilà. Alors si jamais KMM ça vous intéresse et que vous voulez voir quelqu'un quand on fait en production, je vous suggère de regarder ce talk qui date de cette semaine, de mardi. C'était au Paris Android User Group et ça parlait du coup pas beaucoup d'Android et beaucoup d'iOS. Et voilà, il y a les slides ici. Si ça vous intéresse, je vous laisse le temps de dégainer vos appareils photo, vos lecteurs de QR code. Il y a 2 QR codes, donc l'appareil photo, c'est peut-être mieux. Quand je vois plus de téléphone, je passe. Ok. Alors, je passe. Le talk, c'est Kotlin multiplateforme dans le monde réel. Vous pourrez probablement retrouver sur Google. Alors, donc, en gros, les forces de Kotlin, c'est la syntaxe concise, que je n'ai pas vraiment montré encore, le typage fort, et la bibliothèque standard, qui est assez simple d'utilisation, qui est très consistante. Les opérations que vous avez sur les listes, que vous avez sur les séquences, que vous avez sur les flows, qui sont des séquences asynchrones, que vous avez sur les tableaux, c'est toujours les mêmes. Vous avez map, vous avez filter, vous avez first, vous avez last, vous avez plein d'opérateurs comme ça qui sont consistants et qui sont réutilisés à travers les types de collections pour éviter d'avoir un runtime énorme. C'est pour ça que Kotlin est aujourd'hui énormément utilisé sur Android parce qu'on peut faire des applications aussi petites qu'avec Java, parfois même encore plus petites, grâce à certaines fonctionnalités propres à Kotlin. Vous avez aussi l'asynchronisme annulable. Et ça, c'est vraiment cool. C'est une grosse différence entre l'asynchronisme non annulable, comme le async await ou les promises dans JavaScript. Là, vous n'avez pas besoin de complexifier l'API. Toute fonction de base, si vous utilisez les mêmes briques, que vous réutilisez des fonctions annulables ou que vous en faites une et que vous utilisez le truc primitif suspend cancelable coroutine, eh bien, votre code, il sera annulable. Et vous pouvez détecter quand il est en train de se faire annuler. Vous pouvez retarder le fait que l'annulation soit effective. Et ça change beaucoup de choses. Il y a de nouvelles manières de programmer qui s'ouvrent. Et c'est interopérable avec Compose. Donc vous pouvez dire, quand ce truc-là il est affiché, la coroutine, le code, là, il tourne, même s'il attend des choses de manière asynchrone. Et quand le truc n'est plus affiché, ça annule automatiquement. Et vous n'avez pas besoin de dire, ah mince, j'ai oublié de faire un stop ou de faire un unregister. Vous avez aussi l'écosystème et l'interopérabilité. L'écosystème de Kotlin, il est fort, puisque depuis 2016, il y a plein de gens qui ont fait des bibliothèques, et puis des entreprises, pas juste des individus. Vous avez JetBrains qui fait des bibliothèques Kotlin X, des extensions à Kotlin. Vous avez Google qui fait des bibliothèques Android X. Certaines ne marchent pas que sur Android. Et vous avez Square qui fait plein de très bonnes bibliothèques. Mais surtout, vous pouvez utiliser les bibliothèques Java ou les bibliothèques Objective-C, les bibliothèques Swift, les bibliothèques JavaScript de la plateforme cible. Donc vous n'êtes pas vraiment bloqué. Et puis si jamais c'est compliqué en Kotlin, vous pouvez toujours utiliser le langage propre à la plateforme, donc du JavaScript par exemple sur le web, du Swift sur iOS. Il y a aussi la conversion de Java à Kotlin, c'est vraiment plus simple de découvrir la syntaxe quand on connaît déjà le code et ce qu'il est censé faire. Et voilà, il doit y en avoir d'autres, mais je ne vais pas faire une liste exhaustive, ce serait long. Alors je vais vous montrer vraiment les bases, mais alors les bases de chez les bases de la syntaxe de Kotlin. Pour faire une variable, on peut écrire val. Bon, en fait, c'est pas une variable parce qu'il y a marqué val et pas var. Donc ça compile pas. Il faut le passer en. Ça, c'est une référence immutable. Donc l'objet dedans pourrait être mutable. Bon, là, c'est pas le cas parce que c'est un entier. Mais la référence, elle, ne peut pas changer. Donc vous savez que l'objet que vous avez mis dedans, c'est toujours le même. Et donc si vous passez en var, là, ça compile. Faut savoir que là, on ne pourra pas mettre autre chose dedans. On ne pourra pas faire comme en Python, dire maintenant, là où on avait 23, on va mettre du texte. Ça ne marche pas. Alors si vous voulez que ça accepte n'importe quoi, faudra, je ne l'ai pas mis dans les slides là, mais il faudra mettre le type any, c'est l'équivalent de object en Java, c'est tout et n'importe quoi. Et après, vous ne pourrez pas faire l'opération de l'entier sans avoir vérifié que c'était un entier avant. Donc le compilateur est intransigeant là-dessus, mais vous n'êtes pas obligé de dire le type si vous ne changez pas. Donc ça reste très concis, c'est à peu près aussi court que du code Python, sauf que si vous changez les espaces, ça ne pète pas votre code.
et pourtant c'est aussi concis. Les fonctions, vous mettez le mot-clé fun, même si le code qu'on écrit n'est pas toujours fun. Et donc là, du coup, vous voyez, on met les paramètres, vous avez le name, le type c'est string. Dans une signature de fonction, on est obligé de dire le type des paramètres qu'on accepte. On peut la mettre sur une ligne quand elle tient dans une seule expression. Et on peut, cas exceptionnel, quand elle est sur une ligne, on peut omettre le type. Ce n'est pas forcément à recommander. Ça déduit le type en fait, de l'expression qui est à côté. Ça rend la compilation légèrement, vraiment légèrement, mais légèrement plus longue. Et puis en plus, c'est un peu plus compliqué parce que même nous, quand on lit le code, il faut qu'on se dise attends, mais alors est-ce que là, on additionne bien du texte à du texte ou est-ce qu'on n'additionne pas une liste? Et là, du coup, ça ferait complètement autre chose, par exemple. Parce qu'on peut faire un truc qui. On peut surcharger les opérateurs. Alors, pas les opérateurs de base. On ne peut pas dire additionner du texte, ça va faire un nombre. Ça, c'est impossible. Mais par contre, on peut dire additionner du texte et ma classe à moi, ça va faire un truc particulier. Par exemple, on peut faire une classe argent, money, et on peut additionner de l'argent en faisant notre propre opérateur plus. Et si on veut s'amuser, le 1er avril, on soustrait au lieu d'additionner. Et comme ça fait rire les collègues 5 minutes. Voilà. On peut faire des conteneurs de données. Donc une classe. Bon, là, il n'y a rien. Bon, là, il y a des trucs. Voilà. Et vous savez, en Java, il faut faire les getters, les setters, le constructeur, le equal, le hashcode, le toString. Et bien en continu, vous mettez data et ça fait tout ça pour vous. Alors vous pouvez aussi l'écrire à la Java, hein. Ça marchera aussi, et ça ne marchera pas que en Java, d'ailleurs. Et cette classe-là, vous ne pouvez pas la surcharger. Vous ne pouvez pas faire une classe user qui en fait est un user 2, mais qui se fait passer pour un user, et là où en fait le first name, ça va être le last name, ça ne marchera pas. Pour que ça puisse fonctionner, il faut la passer en open, et il faut aussi que les propriétés soient open. Là, les propriétés ne sont pas open, donc vous ne pouvez pas surcharger first name. Par contre, vous pouvez rajouter des choses. Donc un exemple, là j'ai fait une classe open et donc véhicule, il y a 2 types de vélos, un vélo cargo, un vélo couché. Voilà. Alors si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur Kotlin/learn, il y a des infos, comme ça vous verrez mieux la syntaxe. Encore une fois, ce n'était pas trop l'objet de vous faire découvrir tout, j'ai vraiment montré les petits bouts. Moi j'aime beaucoup la syntaxe de Kotlin, mais je préfère que vous découvriez par vous-même. Et il y a aussi la doc. Je ne saurais pas par quoi commencer moi maintenant, entre Learn et Docs. Du coup, j'ouvrirai les deux et ça me ferait 2 onglets au lieu d'un. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose que je ne connais pas très bien, parce que c'est important de le mentionner. C'est Wasm et Wazi. Donc tout le monde ne connaissait pas Wasm, mais je voudrais savoir s'il y a des gens qui connaissent Wazi. Vas-y, personne ne connaît Wazi, quoi. Donc Wazi, bon, voilà, je ne connais pas grand-chose. Donc WebAssembly, je vous ai déjà dit ce que c'est en gros l'assembleur du web de demain et d'aujourd'hui pour certains trucs. Par exemple, Autodesk s'en sert pour faire un AutoCAD dans le web. Il y a Photoshop aussi, je crois, qui marche en WebAssembly maintenant. Il y a d'autres logiciels et ça permet de faire des trucs beaucoup plus poussés qu'on pouvait faire en JavaScript. Probablement qu'un jour Figma sera en WebAssembly. Et Wazi, c'est un peu le C de WebAssembly. C'est-à-dire que dans le monde natif, le dénominateur commun, dans le monde natif, je veux dire du code compilé directement pour le processeur, le dénominateur commun, souvent c'est C. Si vous voulez que du code C++ puisse interfacer avec du Rust, vous passez par une interface C en général. Bon, et C, c'est assez archaïque, il y a plein de fonctionnalités qu'il n'y a pas. Alors, c'est cool, hein, parce que dans 50 ans, C, ça marchera toujours. Mais ce n'est pas super funky pour nous les développeurs. La plupart du temps, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du C. Et donc Wazi, c'est un peu un truc qui ressemble un peu plus à Kotlin, niveau interface. Pas exactement non plus, mais qui est plus simple, quoi. Là où on a plus l'impression de manipuler des Lego que de faire fondre le plastique pour faire notre petite voiture, quoi. Et voilà, donc ça permettra d'avoir une bibliothèque qui est faite dans un langage de programmation, et en fait on s'en foutra complètement de quel langage de programmation est utilisé pour faire la bibliothèque, puisque c'est compilé de manière la plus primitive en WebAssembly, et qu'en fait, on aurait pu avoir exactement le même WebAssembly, le bytecode WebAssembly, si on l'avait fait en PHP ou en Python. Alors, je ne sais pas si PHP se compile en WebAssembly actuellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de langages qui travaillent, soit eux-mêmes, soit d'autres gens. Il y a des travaux en cours pour que vraiment plein de langages puissent fonctionner sur WebAssembly, et Wazi sera du coup le point d'interface entre les différentes briques WebAssembly. Alors du coup, je ne sais pas si ça va souder les gens, je ne sais pas si ça va casser les barrières,
Mais je pense que ça casse au moins les barrières de la compatibilité, et c'est déjà pas mal. Parce que c'est pas parce que moi j'aime beaucoup Kotlin que vous devriez forcément toujours faire du Kotlin. Peut-être que TypeScript c'est mieux pour faire du web, par exemple. Moi je pense que ça dépend. Je pense que voilà, c'est mon avis. Et alors moi, qu'est-ce que je fais avec Kotlin, vite fait? On touche à la fin de la présentation. Je fais plein de trucs. En 2014 à 2022, je faisais pratiquement que de l'Android. Bon, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres trucs à quelques moments, y compris à Kotlin, pas que sur Android. Mais bon, j'ai surtout fait ça. Je fais une application pour les travailleurs isolés. Donc, c'est-à-dire si jamais il y a quelqu'un qui travaille, qui est tout seul, si jamais il lui arrive un pépin, et encore plus si son travail est dangereux, il n'y a personne pour appeler les secours si, je sais pas, il tombe d'une échelle, si c'est un veilleur de nuit et qu'il se fait agresser. Et donc, le rôle de mon application, c'était de vérifier que la personne soit toujours en mouvement et lui permettre aussi d'envoyer une alerte manuelle. Et donc, si jamais elle ne bougeait pas, ça bipait. Si elle ne bougeait toujours pas, ça envoyait la dernière position connue de l'appareil. Donc, si tu es agressé, il faut bien le cacher. Ou sinon, il faut envoyer l'alerte agression dès que tu peux. Heureusement, ce n'est pas la plupart des cas d'usage, mais voilà, c'était là. Et donc, il y avait une grande fiabilité requise parce que si l'application est plantée au milieu d'une session de surveillance, comme on l'appelait, là où en fait il y a quelqu'un d'autre dans la boîte qui va être, ou plusieurs autres personnes dans la boîte qui sont capables de recevoir, mais qui ne sont pas sur le site, qui sont capables de recevoir les alertes, il ne fallait surtout pas que ça plante. Et donc je faisais avec Kotlin et ça m'a permis d'éviter plein de bugs par rapport à ce que j'avais fait en Java. Enfin, je sais que je galérais beaucoup plus avant que je me mette à utiliser Kotlin. C'est mon expérience sur ce projet-là. En ce moment, je fais un SDK de graphique qui s'appelle ChartsKT, qui fonctionne sur à peu près toutes les plateformes que Kotlin supporte. Donc le web, iOS, Android, desktop. On a des clients qui s'en servent avec du code, qui s'en servent sur le web avec du code Kotlin.js. Ça tourne autour d'un clone, entre guillemets, de D3.js. Qui connaît D3.js? Eh bien, le D3.js de Kotlin s'appelle Data2Viz. Et je suis un des mainteneurs de Data2Viz. Et ChartsKT fonctionne par-dessus, c'est une bibliothèque plus haut niveau parce que D3.js, tout comme Data2Viz, est très bas niveau. Alors, au moins, on a les types, on n'a pas des strings ou des choses, on ne sait pas exactement ce qu'on manipule dans Data2Viz, même si, à la base, on s'est vraiment complètement inspiré de l'API de D3.js. Et donc, ChartsKT, c'est plus haut niveau. Le but étant que si on a, par exemple, deux types de données qu'on veut croiser et qu'elles partagent un axe et que la borne des données ne va pas être la même, que vous n'ayez pas des points qui sont en dehors de l'écran, que vous ayez tout ce qui doit être affiché, que ce soit centré. Et bon, il y a plein d'autres problématiques au niveau de chart. C'est assez compliqué quand on se rend compte qu'on a besoin de faire plusieurs données dans les charts. On voit que c'est compliqué. Donc voilà, je bosse là-dessus. Je fais aussi des plugins Gradle. Ça, c'est de l'open source, refresh version. Ça permet de facilement découvrir les mises à jour des dépendances. Si vous êtes curieux, cherchez sur Google refresh version. On a un site web qui montre plutôt bien comment ça marche. Et aussi d'autres bibliothèques open source pour que ce soit encore plus facile de faire des applis en tirant parti des fonctionnalités de Kotlin ou des idées qui me passent par la tête. Voilà. Et je fais aussi des applis sur les montres à mes heures perdues, ou parfois pas à mes heures perdues, mais sur MarOS. Voilà. Conclusion. Détruire les barrières sans détruire les gens. Voilà. Alors les questions sont bienvenues. Aussi après, en ligne, vous pouvez me stalker sur Internet. Et si vous avez quelques questions ou un problème un jour, si vous vous aventurez dans la jungle de Kotlin multiplateforme, qui peut parfois combiner les problèmes de toutes les plateformes, selon combien de plateformes vous ciblez. Et les slides seront dispo demain à cette URL. Voilà. Merci. Vous avez des questions? Est-ce qu'on a le temps? Oui. Ah, une question ici. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je trouve que c'était génial. Est-ce qu'il y a du pattern matching dans Kotlin? Il y a l'expression when, qui est un switch plus simple, mais il n'y a pas le pattern matching tel qu'on a, je crois, dans les toutes dernières versions de Java ou dans Rust, à proprement parler. Donc, comment? Ou Scala, voilà. Oui, bon, Scala, après, ça peut amener aussi son autre complexité pour pas qu'il y ait des syntaxes ambiguës. Donc, c'est pour ça que probablement il n'y a pas de pattern matching à proprement parler. Mais on peut faire des when imbriqués. Et il n'y a pas le truc il ne faut pas oublier de faire le break. Le when de base, ça fait un break. Sinon, il faut mettre plusieurs valeurs possibles pour qu'il y ait plusieurs trucs valides, quoi. Ok, super, merci. Est-ce que je peux enchaîner sur une deuxième petite? Ouais. C'est quoi ton tips? Parce que sur les null pointers,
Parce que bon, en Kotlin, tu as une JVM et en fait, bon, tu peux quand même avoir des nuls pointeurs. Ton tips en Kotlin pour éviter les nuls pointeurs? Éviter d'utiliser du code Java qui n'a pas les annotations de nullabilité. On peut mettre des annotations @nul, @non-nul ou @nullable. Bon, voilà. Elles marchent toutes avec Kotlin normalement. Donc elles sont détectées. Après, il ne faut pas que ça mente, parce qu'il y a des bibliothèques Java qui mentent. C'est les pièges, c'est les pièges voulus, je crois, ou pas voulus. Hein. En général, c'est plus des erreurs. On peut, quand on fait des classes open et qu'on a des variables qui s'initialisent qu'à un certain moment, on peut parfois avoir des trucs illogiques, là où on se retrouve à accéder à une variable avant qu'elle était assignée. C'est assez compliqué de le faire, mais je crois que c'est quand on passe à une autre classe, une référence de 10 dans le constructeur et qu'on n'a pas fini de construire la classe. Sinon, c'est très facile d'éviter les null pointer exception en Kotlin, puisque en fait, on ne peut pas mettre de nul tant qu'on n'a pas mis le point d'interrogation derrière le type. C'est exactement comme en Swift, je crois en TypeScript aussi. Donc voilà. Ça n'a jamais été trop un problème pour moi, j'en ai très rarement des... Ah si, on peut écrire nul, 2 points d'exclamation, ça fait direct un null pointer exception, ça compile en plus. Merci beaucoup. Oui, ça c'est fait avec du code Kotlin. Ça utilise l'API Core Graphics sur iOS qu'on peut utiliser directement en Kotlin. Voilà, je voulais faire une petite démo de fin. Et on gère les touch events. Vous voyez, je peux zoomer. Par contre, il n'y aurait pas une limitation au niveau du matériel, parce que je pense que pour coder, pour faire du Kotlin multiplateforme, il faut avoir un Mac obligatoirement, je pense. Ah, alors très bonne remarque. Pas forcément. J'ai fait un plugin qui s'appelle Complete Kotlin, un plugin Gradle qui permet d'avoir l'autocomplétion des API iOS quand on n'est pas sur un Mac. Pour des raisons c'est un peu touchy niveau légal quand on est une entreprise. JetBrains n'a pas pu le faire eux-mêmes, mais en tant qu'individu en Union Européenne, on a parfaitement le droit de faire ce genre de choses-là. Du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc en gros, ça prend les trucs qu'il y a sur Mac et ça les télécharge et ça les met sur ton ordi. Tu as juste à mettre ça dans le projet. Et voilà. Alors par contre, ça ne marche pas quand tu utilises le plugin Cocoa Pods dans Kotlin. Mais si tu n'utilises pas Cocoa Pods ou que tu as séparé les projets ou que tu peux désactiver le module, tu peux t'en servir sans problème. Par contre, on ne peut pas compiler, mais tu peux avoir la CI. Bon, c'est quand même plus simple d'avoir un ordi sous Mac. On peut faire un Hackintosh, on peut mettre une machine virtuelle. On a le droit en Europe. Il y a même des youtubeurs américains qui sont invités à la WWDC qui ont publié des vidéos pour le faire. Donc ça passe. C'est pas... voilà. En Europe, il n'y a pas de souci. Ou sinon, vous achetez un Mac d'occasion. Non, mais ça marche bien. Hein. Moi, j'avais fait. J'ai acheté un Mac 1000 €, j'ai revendu 850 €, 2 ans plus tard. Bonjour Arnaud. Merci pour cette présentation et ton humour. Le soir, c'est toujours appréciable. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, ou alors je suis à la ramasse. C'est est-ce que Kotlin il passe par un langage intermédiaire pour compiler, ou il compile en binaire directement? Alors, ça dépend de la plateforme sur le web. Ça dépend de qu'est-ce qu'on cible sur le web. Si c'est en Wasm, ça compile directement en WebAssembly. Enfin, ouais. Ça passe sur un truc qui s'appelle la Kotlin Intermediate Representation, mais ça, c'est juste pour les plugins de compilateurs, comme Compose, par exemple. Mais en gros, ça fait la compilation en 2 étapes, à peu près. Mais c'est un truc vraiment spécifique à Kotlin. Mais donc après, ça compile directement en bytecode Wasm. En web, ce sera en JavaScript. Donc là, c'est le langage intermédiaire, puisqu'on n'a pas le choix. Sur iOS, ce sera en bitcode LLVM pour la plateforme cible, parce que le bitcode LLVM, c'est pas du vrai bytecode. En fait, il y a du bitcode pour iOS, bitcode pour macOS, bitcode pour... Enfin voilà, c'est assez compliqué. Bitcode pour Linux, bon, voilà. Et donc ça va compiler avec le bitcode LLVM, tout comme Swift, qui se compile aussi en bitcode LLVM, et donc on accède aux API Objective-C ou API binaire, enfin n'importe quoi. C'est du code natif compilé pour le CPU. Quand je peux montrer dans le... Ici, là, je vais rajouter iOS et je vais zoomer un peu la page. Ici, on voit que pour iOS, en fait, il y a 3, on appelle ça les targets, des cibles de compilation Kotlin. On voit qu'il y en a 3 là. Il y a le simulateur pour les Mac Intel, x64. Le ARM64, ça c'est les appareils qui sont tous en processeur ARM64. Et le simulateur ARM64. C'est 2 targets distincts, malheureusement. Ça veut dire que ça te livre 3 livrables à la fin? Non, ça te fait un livrable. Ça dépend de ce que tu fais. Mais si c'est un framework, il peut faire un framework avec tout dedans.
avec les 3 plateformes. Cela dit, quand tu fais depuis Android Studio avec le plugin KMM un nouveau projet, il fait en sorte que quand tu compiles depuis Xcode, il compile que pour la plateforme donnée. Donc quand c'est en release, ça fera les 3 plateformes, mais si tu le fais tester juste sur un simulateur, il va compiler que pour le simulateur ARM64 ou le X64 si tu es sur un Mac Intel. Et en publication de bibliothèque open source, il faut compiler pour chaque plateforme, mais après c'est mis sur un repo, donc tous les fichiers sont là, il y a une seule dépendance à mettre, et ça marche, et elle permet de pointer sur la bibliothèque Android ou JVM, iOS, JS, peu importe les plateformes qu'on a voulu supporter. Merci pour ces précisions. Mais de rien. D'autres questions ? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, ou pas d'autres questions publiques en tout cas, pas de problème, profitez de la vie.